Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Max de Recherche. Aujourd'hui, nous avons la chance et le plaisir de recevoir Julien Huillery, enseignant-chercheur à l'École centrale de Lyon, en traitement du signal. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez décrire votre activité et votre spécialité? En quoi ça consiste concrètement? Alors mon activité, elle est double, puisque je suis enseignant-chercheur ici à l'École centrale de Lyon. Et donc, comme son nom l'indique, il y a deux activités dedans. Premièrement, faire de l'enseignement auprès des élèves de l'école, et puis deuxièmement, faire de la recherche, en l'occurrence pour ma part, au sein du laboratoire Ampère. D'accord, et donc c'est vraiment en traitement du signal. Et qu'est-ce que c'est en fait le traitement du signal pour les gens qui connaissent pas? Très bonne question. Qu'est-ce que c'est que le traitement du signal? Oui, moi ma spécialité c'est le traitement du signal. Il y a plein de spécialités dans les enseignants-chercheurs de l'école. Alors le traitement du signal, on pourrait résumer ça comme un ensemble de méthodes mathématiques pour la plupart qui vont nous permettre d'aller récupérer de l'information portée par un phénomène physique, par exemple une onde portée par un signal. Okay, donc c'est de l'extraction d'informations, le traitement du signal. Après on le retrouve dans plein d'utilisations de la vie courante, que ce soit bien évidemment les télécommunications avec tout ce qui s'échange avec nos téléphones portables à partir d'ondes radiofréquences, mais c'est aussi une multitude de choses pour lesquelles on pourrait citer par exemple l'imagerie, quand on veut avoir une image de la Terre, une image du ciel, tout ça, on va utiliser des capteurs qui vont mesurer des éléments, et nous, de ces choses mesurées, des signaux qui ont été mesurés, on va vouloir extraire l'information qui nous intéresse. D'accord, merci beaucoup. Vous parliez de la phase, de la partie recherche. Concrètement, comment ça se passe la recherche? Comment on travaille? Comment on choisit les sujets? Qui c'est qui commande entre guillemets la recherche? Comment on répartit le travail? Comment ça se passe concrètement la recherche? Je dirais le premier point, c'est que les chercheurs sont relativement libres, et puis c'est une chance qu'on a dans le milieu académique en France, en tout cas, c'est qu'on a une grande liberté sur les thèmes sur lesquels que l'on choisit d'étudier et sur lesquels on choisit de dédier notre temps. Après, à côté de ça, il faut aussi qu'on finance toute notre recherche, et ça impose un espèce de compromis entre les sujets de cœur qu'on voudrait étudier et puis les moyens dont on dispose pour aller concrètement faire nos recherches, c'est-à-dire mettre en place des expériences, aller divulguer nos résultats dans des conférences ou aller visiter d'autres laboratoires pour échanger avec d'autres partenaires ou d'autres collègues. Donc le métier de chercheur, il va être moi je dirais divisé en trois grands temps. Il y a une recherche de financement qui nous prend effectivement de plus en plus de temps. Ça, c'est le système national qui a mis ça en place, qui fait qu'aujourd'hui, ça nous demande pas mal de temps de répondre à des appels à projets. Donc, il y a des grands axes de recherche sur lesquels l'État a décidé de mettre de l'argent. Et nous, il faut qu'on aille répondre à ces appels à projets-là en proposant des sujets de recherche originaux, qui ont des perspectives économiques pour le pays ou des conséquences sociétales sur la vie des concitoyens. Donc voilà, à nous ancrer dans les grandes priorités, je dirais, nationales. Après, on va avoir aussi une grande partie de notre activité qui va être d'encadrer des jeunes ou des collègues qui vont mener les recherches, mener les études, concrètement faire les expériences, concrètement peut-être aussi développer des cadres, des formalismes peut-être un petit peu plus théoriques, faire des simulations. Et je dirais, il y a tout un ensemble de travail entre la théorie, les simulations, les expériences. Et pour ça, on n'est évidemment pas seul. C'est-à-dire que il y a nous-mêmes, il y a les gens avec qui on collabore, qui peuvent être du même laboratoire ou d'autres laboratoires, et puis il y a toute une équipe, je dirais, d'étudiants ou de post-doctorants qui vont aussi travailler sur nos sujets. Voilà. Merci beaucoup. Alors justement, vous en avez un petit peu parlé, le travail, il y a une phase de recherche qui se fait seule, de compréhension d'un sujet, et après il y a de la réflexion collective. Comment ça se passe, je dirais, le travail en équipe, comment s'arbitre toutes ces choses-là? C'est un processus qui est pas évident à définir, parce qu'il est
je pense, assez différents en fonction du fonctionnement des différents chercheurs, puis en fonction des sujets. Je dirais qu'il y a des sujets qui vont être un peu plus classiques, où on va pouvoir rentrer dans une méthodologie scientifique relativement bien définie, qu'on apprend justement à l'école, et puis ensuite pendant sa thèse, à se dire ok, on va poser des hypothèses, ensuite on va aller mettre en place des expériences qui vont venir vérifier ces hypothèses, et puis après on va éventuellement voir les implications que ça peut avoir de manière concrète. Et ça, on va le définir assez vite au départ, quand on se lance dans ce processus un petit peu systématique. Et là, la question, elle va plutôt être, c'est quoi les indicateurs qu'on va se définir pour mesurer la performance de nos systèmes. Et puis après, qui va faire quoi, comment. Donc là, on va se répartir un petit peu le travail en fonction des forces vives. Après, il y a aussi une grande part de la recherche qui est justement avant d'arriver dans ce système un petit peu classique, qui est définir des sujets, être à l'écoute de conversations qu'on va pouvoir avoir dans les salles café, évidemment, il se passe plein de choses dans la salle café, mais également lorsqu'on va aller dans des conférences, on va être très inspiré de qu'est-ce qui se fait au niveau de la recherche, au niveau national, au niveau international, et voilà, ces discussions informelles. Nous-mêmes, on évolue dans une problématique où forcément on progresse, au sens où on comprend de plus en plus d'aspects d'un problème donné. Et je dirais c'est cette espèce de fusion entre des interactions avec les collègues ou avec des étudiants, et puis nous, notre progression personnelle, qui fait qu'on va aller détacher les grands axes de recherche, où on va aller investir ensuite du temps et on va aller creuser des choses et faire du travail. Donc voilà, il y a un peu ces deux phénomènes-là qui vont rentrer en compte. Ok, merci beaucoup. Et dans toute cette diversité de tâches, est-ce qu'il y a quand même des choses récurrentes qui se dégagent? Est-ce que, par exemple, il y a des semaines types, des journées types, ou est-ce que à chaque jour, il y a des surprises et c'est difficile de prévoir le planning? Alors les deux sont possibles, c'est-à-dire que il y a, alors en tant qu'enseignant-chercheur, effectivement, moi j'ai une semaine type d'enseignant-chercheur où il y a bien évidemment les heures d'enseignement. Là, celles-là, on sait au début de la semaine, toc, tel jour, tel enseignement. Là-dedans, on a aussi toute une phase de préparation des cours, correction des copies, voilà, tout ce qui va autour de l'enseignement. Donc ça, il faut s'aménager des temps dans notre emploi du temps, libérer des espaces de temps pour pouvoir répondre à ces tâches-là. Et puis après, au niveau de la recherche, il y a quand même une grande part de réunions programmées. C'est-à-dire que là, on va toutes les semaines, par exemple, aller voir tel doctorant et puis faire le point avec lui où il en est et puis faire avancer. Donc là, ça peut occuper peut-être une dizaine d'heures à peu près dans la semaine. Et puis, il y a aussi quand tout ça est rempli devant nous, on va avoir quelques trous, on va dire, et puis dans ces trous-là, effectivement, l'objectif c'est d'aller vite en profiter pour continuer nos fameuses pensées sur le problème qu'on est en train de traiter en ce moment, peut-être faire quelques petites simulations rapidement pour tester des choses, écrire des équations s'il y a besoin d'aller développer le formalisme associé. Et voilà. Après, ça c'est, je dirais, peut-être une semaine type un petit peu normale. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a aussi des choses qui vont se faire. À un moment donné, on sent qu'il y a des éléments qui se débloquent. Et là, quelque part, je crois qu'il faut en profiter un petit peu pour vite aller le faire. Et ça, c'est imprévisible. On ne sait pas à quel moment on va être arrivé à l'état de compréhension qui fait qu'on va être capable de sauter une étape. Celle-là elle est complètement imprédictible, je dirais, et quand elle arrive, c'est souvent un grand moment de joie, un grand moment de bonheur. C'est, ah voilà, là j'ai réussi à franchir une étape, et celle-là, effectivement, elle peut déborder un petit peu n'importe quand, elle peut arriver n'importe quand dans la semaine ou au bout d'une journée de travail. Donc il y a aussi des heures de travail comme ça qui sont imprévisibles, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'elles vont réellement avoir lieu.
Ok, merci beaucoup. Et du coup, s'il y avait un élément à dégager, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Et puis, est-ce qu'il y a par ailleurs quelques inconvénients? Alors, qu'est-ce qui me plaît le plus? Il y a pas mal de choses qui me plaisent beaucoup dans mon métier. Effectivement, j'aime beaucoup l'enseignement. Ok, voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup le traitement du signal et donc voilà, j'adore aller raconter des choses aux étudiants. Donc ça, c'est toujours des grands moments sympathiques pour l'enseignement. Après, au niveau de la recherche, effectivement, qu'est-ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on est toujours confronté à des problèmes nouveaux qu'on va creuser. Quand on avance dans un sujet, en fait, en général, on ouvre plus de portes qu'on enferme, donc c'est quelque chose qui est un petit peu en arbre. Et, euh, et ça, c'est passionnant parce qu'en fait, on a toujours du pain sur la planche et dans toutes les questions qu'on dégage, il y en a toujours certaines qui nous prennent à cœur, on va dire, et puis qui vont se dire, bah, tiens, celle-là, j'ai envie d'aller la creuser. Et, donc on est quand même confronté à beaucoup de nouveautés, aller même beaucoup d'imprévus. C'est-à-dire un mois avant, on peut ne pas du tout avoir anticipé qu'on va être en train de travailler fortement sur telle ou telle question. Donc voilà, il y a un aspect renouvellement, nouveauté dans la recherche effectivement qui est extrêmement intéressant et passionnant. Et donc, il n'y a pas d'inconvénients. Si, il y a plein d'inconvénients. Si, il y a des inconvénients aussi à ce métier-là. J'irais peut-être un inconvénient, c'est le, le, la gestion d'une vie privée puis d'une vie personnelle qui peut être parfois un petit peu compliquée. Il y a aussi un inconvénient, moi je dirais, parce qu'on définit nous-mêmes notre travail, okay, c'est-à-dire que c'est nous qui choisissons à quelle hauteur on s'investit, sur quel sujet on va avoir envie de s'investir. Quelque part, les retombées du travail, elles ne sont liées qu'à la quantité de temps qu'on y passe et aux résultats qu'on est capable de produire. Allez, ça amène une sorte quand même de pression dans le travail de recherche. Et allez, plus on y passe du temps, plus on va avancer dans notre travail. Mais du coup, on a tendance à y passer possiblement un peu beaucoup de temps. Et du coup, la séparation vie privée, vie personnelle peut être parfois un petit peu délicate. Après, dans la globalité du métier d'enseignant-chercheur, effectivement, il faut séparer un petit peu qu'est-ce qui est de la recherche purement, qu'est-ce qui est de l'enseignement purement. On a un ensemble de tâches administratives à faire au milieu. Et c'est vrai que des fois, dire deux fois 50% de temps de travail, en fait, non, ça va vite être 2 fois 70. Ou, voilà. Donc il y a un volume de travail qui peut être relativement conséquent. Et là, il n'y a que nous qui pouvons y mettre un frein. Enfin, c'est à chacun de poser ses limites. Merci beaucoup. Et justement, si quelqu'un voulait faire votre métier, quelles études devrait-il entreprendre et quel a été votre parcours scolaire pour être aujourd'hui enseignant-chercheur en traitement du signal? Alors, facile. Pour ma part, moi je suis ingénieur de formation. C'est-à-dire que j'ai fait d'abord un DUG, alors qui est la licence de mathématiques au début à l'université, puis ensuite j'ai intégré Supélec, qui n'était pas encore relié à l'école centrale à l'époque. Donc là, j'ai fait 3 ans d'école d'ingénieur, et c'est à la fin de ces 3 ans d'école d'ingénieur où j'ai décidé d'être enseignant-chercheur. Ça, c'était pas le projet évident au départ. Et à partir du moment où j'ai décidé ça, les études à suivre, c'est alors éventuellement compléter son école d'ingénieur avec un master recherche, ça c'est toujours intéressant. Ensuite faire un doctorat, donc un doctorat c'est 3 ans, c'est 3 ans de recherche dans un laboratoire avec un directeur ou une directrice de thèse sur un sujet en général bien défini. Et puis ensuite on a quelques années de CDD d'enseignant ou de chercheur en attendant d'aller trouver un poste permanent dans une université ou une école d'ingénieur qui nous permet de faire ce travail-là. Alors moi, tout ça, j'ai fait effectivement le traitement du signal et
je crois que j'ai eu des profs qui m'ont plu et la discipline m'a plu en école d'ingénieur. Et effectivement, ça a tout de suite été relativement cette discipline-là que j'ai choisie. Donc après le doctorat, c'est en traitement du signal. Et puis après, on se spécialise et on continue d'augmenter les compétences là-dedans. Alors pour un jeune qui aimerait faire ce métier, pour un étudiant qui aimerait faire ce métier, moi je crois profondément que ce qu'il faut, c'est adorer la matière, adorer la discipline. Voilà, je crois que ça, c'est faut se dire, voilà, je suis capable d'aller passer ma vie à brasser dans cette discipline-là, à en explorer les contours et à faire avancer les frontières de cette discipline. Ça, je pense que c'est primordial, sinon on risque éventuellement d'être démotivé avant la fin. Tout n'est pas fini, on a le droit d'évoluer en termes de discipline, mais voilà, au départ, il faut accrocher fortement avec une discipline. Faut être curieux, faut aimer se poser des questions, faut aimer résoudre des problèmes. Voilà, il faut aimer creuser, il faut aimer ne pas trouver dès le départ. Il faut aimer se dire voilà, c'est un chemin qui est long, et puis voilà, les solutions, elles sont éventuellement compliquées. Il y a plein d'aspects à prendre en compte. Donc voilà. Système un petit peu complexe, et puis ça se fait dans la durée, et puis voilà, accepter, avoir un caractère où on accepte d'avancer petit à petit. Ça c'est assez important dans la recherche. Effectivement, on va pas faire des grandes découvertes tous les jours, c'est plein de toutes petites choses qui à un moment donné vont s'imbriquer pour former des ensembles qui amènent une certaine cohérence. Donc voilà, donc être curieux et être passionné, je pense que ça c'est important. Merci. Dans le débat public, parfois on entend la charge de travail justement qui incombe aux anciens chercheurs, et tout à l'heure vous l'avez mentionné aussi avec l'enseignement et la recherche. Pour vous, est-ce que c'est pas trop dur de concilier les deux? Vous avez dit que vous aimez bien aussi l'enseignement, est-ce que c'est quelque chose qui se marie bien par rapport à ce que vous faites? Alors, ça se marie bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément évident de concilier les deux parce que la charge de travail est élevée pour chacune des deux fonctions. Voilà, ça c'est une chose. Là, c'est aussi un choix personnel. Il y a un choix personnel à faire de quelle quantité de travail je donne dans mon métier. Voilà, donc chacun gère cette question-là, je dirais, comme il l'entend. Après, enseigner, mettre ensemble enseignement et recherche, moi je trouve ça extrêmement profitable parce que en fait, on enseigne bien ce qu'on maîtrise, et donc pour aller enseigner, il faut aller revoir un peu tous ces fondamentaux. Ça, je dirais, c'est obligatoire, et du coup, le fait de revoir ces fondamentaux fait qu'on a plus d'aisance au niveau de la recherche, parce qu'effectivement, quand on va sur une question donnée, au moins toutes les bases, on les maîtrise et on peut bien poser le problème, poser le formalisme, et ça nous, je dirais, ça aide à la recherche parce que ça permet d'avoir des choses qui sont bien propres dès le départ. Après, l'inverse est extrêmement vrai, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'exemples qu'on utilise dans nos enseignements qui sont liés à des questions de recherche que l'on se pose. Et donc en fait, je dirais, la recherche permet d'être à jour de tout ce qui se fait dans notre discipline, c'est quoi les nouvelles avancées dans notre discipline, et ça, on va aller le répercuter sur nos enseignements. En deuxième, troisième année d'école d'ingénieur, par exemple, on commence à aborder des questions qui sont en fait des questions de recherche, et qu'on amène aux étudiants. Voilà. Donc je dirais l'interaction, elle se fait véritablement dans les deux sens, et l'enseignement profite de la recherche et vice versa. Très bien, merci beaucoup. Et selon vous, quelle est et quelle serait la place de la recherche en France? Quel est son rôle à jouer en fait? Alors, effectivement, moi je crois qu'une société a besoin de chercheurs, elle a besoin de gens qui font avancer la connaissance, elle a besoin de gens qui vont intégrer ces nouvelles connaissances dans des nouveaux éléments concrets, qui vont avoir un impact concret sur le quotidien des gens, et parce que la recherche
produit de la connaissance, effectivement, elle permet d'aller améliorer, on va dire, la société, ou en tout cas, elle permet d'œuvrer dans ce sens-là. Ça, c'est sûr. En France, on a, je dirais, la chance d'avoir un système de recherche qui est relativement... Enfin, il y a encore de l'argent dedans, ok. Alors, il y a toujours les thématiques, il n'y a pas assez d'argent dans la recherche. En vrai, on a quand même un État qui investit dans ses chercheurs. Donc ça, c'est important. On a encore pas mal de liberté, ce qui est intéressant, parce que si on veut aller faire des choses, des découvertes qui sont en rupture avec des concepts anciens, il faut avoir cette liberté des sujets qu'on choisit de développer. Et en France, on est encore pas trop mal loti. Moi, ça fait 20 ans à peu près que je suis en activité. Les choses ont déjà évolué sur cet aspect-là au niveau de la France. C'est sûr que les lois progressent, l'État a envie de peut-être avoir plus de regard sur les sujets que les chercheurs abordent. Donc il y a plus d'argent dans la recherche qui sont liés à des appels à projets qui sont un peu ciblés sur des sujets spécifiques. Par rapport à il y a 20 ans, ça a déjà évolué. Mais moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Je pense qu'après tout, l'État, c'est tout le monde. Et puis voilà, qu'on se donne des sujets de recherche prioritaires, ça me semble pas complètement aberrant, tant qu'on peut encore garder un petit espace de liberté de côté, quoi. Si chaque chercheur peut encore avoir quelques questions pour lesquelles il choisit un petit peu pleinement de s'investir. Il y avait un autre élément de votre question. Ouais, voilà. Donc effectivement, la place du chercheur, créer de la connaissance. Je parle de la recherche académique là, parce que c'est effectivement la recherche telle qu'on l'amène ici dans le laboratoire CNRS à l'école centrale de Lyon. Il y a aussi des laboratoires qui sont plus en lien avec l'industrie. Il y a aussi plein de groupes industriels qui ont des laboratoires de recherche ou qui ont des secteurs de recherche. Et je dirais la question de la méthodologie scientifique un peu systémique, là, ce que je décrivais tout à l'heure reste vrai. Par contre, effectivement, les choix de sujets là, sont complètement drivés par les objectifs de l'entreprise. Donc on est un petit peu dans une autre démarche, mais de choix de sujets, mais la démarche de recherche reste assez similaire derrière. Donc c'est aussi tout à fait passionnant. Très bien, donc là c'était la recherche dans sa globalité. Ouais. Si on zoome un peu plus sur un chercheur, est-ce que selon vous, un chercheur il a des responsabilités ou il a un rôle à jouer particulier dans la société, que ce soit en termes de transmission des savoirs, on parlait tout à l'heure d'enseignement, mais aussi sur les réseaux, d'avoir une présence pour diffuser de l'information, ou alors sur des thématiques plus liées à l'environnement ou des thématiques plus sociétales comme celle-ci. Moi, je pense qu'effectivement, le chercheur a pleinement un rôle à jouer, comme vous dites, dans la diffusion du savoir. Oui, la diffusion du savoir auprès du grand public, ça c'est intéressant, ok. Et là, je dirais c'est plutôt dans le cadre de familiariser le grand public avec peut-être la démarche scientifique, ok, c'est quoi la recherche, on va poser une hypothèse, on va essayer de vérifier si elle est vraie ou pas, pour ça on va mener des expériences, et du coup les résultats qu'on va obtenir, ils vont être vrais ou non, l'hypothèse va être vraie ou non, et va être vraie dans une certaine mesure, et donc toute cette démarche-là qui permet aussi de poser la question de, ok, on nous dit un résultat, en fait, dans quel cadre il a été montré, et développer l'esprit critique. Ok, donc là, oui, il y a quelque chose qui est important de la part du chercheur parce qu'il maîtrise justement cette démarche scientifique. Lui, c'est son métier d'aller faire cette démarche scientifique-là. Après, au niveau du grand public, je pense qu'il y a aussi à donner l'envie, la curiosité, de dire voilà c'est quoi les sciences, en l'occurrence moi je suis sur des sciences physiques, mathématiques, et donc voilà, aiguiser l'attractivité de l'affaire et la curiosité des citoyens. Ça, je trouve ça très intéressant. Après, moi je dirais il y a un deuxième aspect où le chercheur a un rôle au niveau de la société, c'est renseigner les décideurs, okay, renseigner les politiques.
créer des commissions dans lesquelles on inclut les scientifiques qui vont aller établir quels sont les résultats qui sont connus aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas encore connu, qu'est-ce qui est prouvé scientifiquement, qu'est-ce qui n'est pas prouvé scientifiquement. Et là, c'est extrêmement important que les scientifiques amènent je dirais, état de l'art sur la connaissance actuelle. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Et si on prend une décision, quelle part de cette décision-là comporte des risques et quelle part de cette décision n'en comporte pas parce que elle se base sur des faits bien établis. Donc oui, vous parliez du GIEC et d'un exemple concret. Ouais. Alors, je reparlais ça c'est un exemple concret d'implication des scientifiques pour renseigner les politiques publiques. Pour aller donner l'état de fait sur quelles sont nos connaissances aujourd'hui sur le climat et du coup sur quoi on se base pour aller faire nos décisions. Après un autre exemple de rôle de chercheur auprès du grand public cette fois, donc plutôt dans la première catégorie de tout à l'heure, c'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Tout le monde se met à utiliser ça et derrière, peu de gens en fait comprennent comment cette intelligence artificielle elle fonctionne et puis ça donne lieu du coup à des mélanges de genres. Il y a des gens qui sont sceptiques, il y en a qui ont très peur de ce que ça peut donner. Et je crois que là-dessus, les chercheurs ont à quelque part calmer le jeu en disant l'intelligence artificielle c'est ça, donc vulgariser les concepts, faire comprendre qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle, comprendre que c'est juste des combinaisons linéaires d'images qu'on a rentrées en fait, hein, c'est pas grand-chose l'intelligence artificielle. J'exagère un petit peu, mais voilà, démystifier un petit peu les concepts pour permettre ensuite aux citoyens d'aller être plus serein par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies aujourd'hui. Ouais.